deux des protagonistes principaux de celui-ci. Tout d'abord, Damien Bonnard, acteur dans le rôle de Stéphane. Et celui qui a coécrit et réalisé ce film, Ladj Ly. Bonsoir. Alors, vous connaissez certainement le principe de ce type de soirée. On va vous faire passer tour à tour le micro pour que vous puissiez vous exprimer, que ce soit à travers des questions, à travers vos ressentis. Première question que j'ai envie de vous poser, finalement, c'est un film très réaliste, dans un lieu, Montfermeil, que vous connaissez particulièrement bien. Oui, effectivement, j'habite Montfermeil. En fait, je suis né à Paris, mais j'ai grandi à Montfermeil. Ça va faire plus de 30 ans que j'habite là-bas. Donc c'est un territoire que je connais très bien. C'est un territoire avec lequel j'ai un rapport assez particulier. Ça va faire plus de 20 ans que je filme ce territoire, que je fais des films là-bas avec mon collectif Portrait Mai. Donc voilà, le point de départ de ce film, Le Misérable, c'est une bavure policière que j'ai filmée il y a à peu près 10 ans de ça. À l'époque, je faisais du cop watch où je filmais les policiers pendant leurs interventions. Jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie bavure policière. Donc de là, j'ai diffusé la vidéo sur Internet, enquête de l'IGS, des policiers qui ont été suspendus. Donc c'était une première en France, le fait que les policiers soient suspendus suite à une vidéo diffusée sur le net. Donc voilà, c'est un peu le point de départ du film Les Misérables. Et donc il y a 2 ans, on a tourné un court-métrage qui avait très bien marché. L'idée c'était d'adapter pour un court-métrage. Voilà. On reparlera évidemment du casting, du pourquoi, du comment, de tous ces acteurs, adultes et enfants, puisque les enfants ont une part considérable dans ce film. On vous laisse la parole. Qui veut poser la première question? C'est à vous, monsieur. Bonsoir. Vous amène un micro, attendez. Ah, on est encore mieux. Donc merci pour ce moment déjà. C'était effectivement c'est poignant, c'est particulier, ça marque quoi. Et la question que j'aurais, c'est une question vraiment très basique au final. Le temps, sur la temporalité entre le moment, j'ai l'impression que c'est hyper long. Vous parlez de 10 ans en arrière, ensuite un court métrage, ensuite et sur le tournage en particulier, vous avez travaillé comment, tout ça, avec ces foules, avec voilà, c'est assez voilà. Ouais, c'est sûr que faire un film, c'est quand même le parcours du combattant, hein, comme je dis, entre l'idée qui germe et la fabrication du film, c'est un temps qui est énorme. Après, le film en soi, nous, clairement, on l'a financé en 2 ans, on va dire. On a eu 6 semaines de tournage, 5 mois de montage. Donc là, c'est au moins 3-4 ans d'une vie, quoi. Et pourtant, il y a toujours l'effervescence, quoi, pendant 3-4 ans. Oui, après, entre-temps, on avait plein de projets en place, on continue d'avancer, développer d'autres choses. Et merci pour votre école aussi. Ah, merci, c'est gentil. Ouais. Et donc, juste un petit mot sur l'école. On a ouvert cette école qui s'appelle l'école Portrait Mai. Ça va faire 1 an qu'on existe. L'idée, c'était de proposer des formations aux personnes qui n'ont pas accès au milieu ou à ces formations qui sont difficiles d'accès, qui sont très chères. Et nous, l'idée, c'était de proposer justement des formations gratuites, ouvertes à tous, sans condition de diplôme. Et donc là, on a lancé la première année, on a formé 30 jeunes, on a produit 5 courts-métrages. Et c'est sur les 5 courts-métrages, on développe déjà 2 longs-métrages. Donc je pense que le principe qu'on annonce, ce qu'on a fait, c'est qu'on crée. Là, on relance la prochaine session là, en octobre, on rajoute une nouvelle session de photo, art et producteur. Donc voilà, l'appel à candidature vient de se terminer et super content de ce projet parce que l'idée c'était vraiment de donner les clés à toute cette nouvelle génération pour qu'ils puissent à leur tour raconter leurs histoires, faire leurs films. Et avant cette école, c'était d'abord un collectif qui avait été monté par des amis. C'est ça, Romain Gavras notamment, Kim Chapuron. En 96, avec Kim Chapuron, Romain Gavras, Toumani Sangaré. Et ça va faire plus de 20 ans, donc on fait des courts-métrages, des clips, des documentaires, et tout plein de projets artistiques. Autre question? Merci. Une question par rapport au casting. Comment est-ce que vous avez fait le casting sur les enfants? Parce que c'est vrai que leur jeu est assez saisissant pendant tout le film, notamment le jeune Issa. Comment vous les avez débusqués? Après, pour le casting, c'est vrai, bon, déjà pour le cours, j'avais bossé avec les 3 comédiens, les 3 policiers.
Et l'idée, c'était vraiment, moi je voulais vraiment impliquer les habitants du territoire de Clichy-Montfermeil, donc on a lancé un casting dans le quartier, on a eu plus de 200 gamins, et après on a fait le choix. Une fois que le casting était bouclé, on a répété avec eux, il y a eu pas mal d'exercices, des cours de théâtre, et après ça s'est fait sur le tas, mais c'est vrai que les trois quarts de ces jeunes n'avaient aucune expérience, n'avaient jamais fait de cinéma, et clairement, nous, le résultat, on était assez bluffés par tous ces jeunes qui étaient très justes et qui avaient envie, qui avaient cette envie de faire du cinéma. Merci. Il y a le casting et puis il y a le décor. Vous avez vraiment tourné dans les cités? Oui, comme je dis, j'habite là-bas. Donc c'était facile. Tout est tourné vraiment à Clichy-Montfermeil et Bousquet, notamment la scène finale, la scène de guet-apens. En fait, c'est tourné dans ma cage, dans ma tour. C'est là que j'habitais. Donc on a tout tourné dans la cage escalier. Il y avait encore les voisins. On leur a prévenu qu'on allait faire un petit peu de bruit. Ça n'a pas duré longtemps. Et finalement, c'était assez mouvementé. Mais oui, tout a été tourné vraiment dans la cité, sachant que tout le monde nous connaît, on implique tout le monde sur le projet, donc on n'a vraiment pas eu de problème. Ça, même dans l'équipe technique, c'était beaucoup de gens, il y avait 200 personnes. Ça marche comme ça? C'était 200 personnes au moins ça, de la cité qui ont travaillé sur le film aussi, à la régie, enfin à tous les postes en fait, pour fabriquer le film tous ensemble. Donc c'est un film finalement qui s'est fait autour de Montfermeil. Oui, exactement. L'idée c'était d'impliquer tout le monde, parce que je pars du principe que le scénario déjà d'une part, je pars du principe que tout est inspiré de faits réels, donc tout a vraiment existé, tout est vrai. Et en même temps, quelque part, c'est aussi l'histoire de tous ces habitants. Donc pour moi, c'était important de les impliquer, en tout cas pour le premier film, sachant qu'on tournait là-bas pour raconter l'histoire de ce territoire. Donc oui, clairement, on a fait bosser des centaines, 200, 300 personnes entre les comédiens, tous les gens autour qu'on a dû embaucher. Donc voilà, c'était vraiment un travail d'équipe. Alors ce qui ressort généralement, et je pense que le public présent ce soir ne me contredira pas, c'est que vous évitez scrupuleusement les clichés sur la banlieue. Ah oui, je pense que c'est important. Aujourd'hui, comme je le dis souvent, on connaît les banlieues souvent à travers nos médias, à travers les politiques, et concrètement, les gens quand ils n'habitent pas ne connaissent pas spécialement. Et moi, c'était important de témoigner, d'être le plus juste possible, de ne pas prendre parti, de ne pas porter de jugement sur mes personnages, et d'expliquer cette réalité où, voilà, comme je dis, chacun a ses raisons, et c'est plus compliqué que ça. Donc c'est souvent des arrangements, des discussions pour pas que ça dégénère. Alors, parlons un tout petit peu, avant de laisser à nouveau la parole, des trois baqueux. De quelle façon vous les avez cassés, en particulier Damien Bonnard, ici présent? Je raconte, ouais. Ouais. Non, en fait, on s'est rencontrés tout d'abord pour le court-métrage, donc 1 an et demi avant. Et en fait, moi j'avais joué dans des films, j'avais fait plusieurs films avec Alexis Mananti qui joue Chris. Et il était en train d'écrire le court-métrage avec Ladj, ils allaient le tourner et ils cherchaient le rôle de Stéphane. Et du coup, j'avais rencontré Ladj à cette période-là. Et en fait, on s'est dit qu'on voulait faire ce court-métrage ensemble, sans savoir qu'il y aurait un long-métrage derrière. Enfin, moi, j'étais parti dans l'aventure parce qu'on s'était entendu tout de suite. Et que toute cette histoire autour des enfants à qui on arrache leurs rêves et leurs horizons, c'était un truc qui m'intéressait. Parce qu'en fait, je suis toujours parti du principe que des enfants qui n'ont pas de rêve, c'est des adultes qui deviendront des enfants, des adultes qui n'ont pas de rêve. Enfin voilà, c'était ça qui me touchait dans l'histoire. Et puis après, il y a eu toute la construction du personnage, du policier, tout ça. Mais on est parti comme ça, en fait, sur un court-métrage qu'on a tourné en 5 jours au début, je crois. Et voilà. C'est vrai que vous, à titre personnel, vous aimez bien quand même les compositions, les rôles originaux. Je pense à votre rôle dans Rester Vertical, par exemple, qui vous a révélé au grand public. Ouais, j'essaye, c'est un peu le plaisir de ce métier, c'est de s'amuser à se transformer. Et puis quand on a l'occasion de le faire aussi avec des scénarios qui racontent des choses qui nous touchent, j'essaye au max. Une question tout en haut. Bonjour, là, je suis enchanté, je suis un peu ému, franchement. Ce film-là, merci pour la France, merci pour beaucoup de personnes. Moi, je te suis depuis Courtrage-Nez et franchement, ce film-là m'a vraiment bluffé. Donc déjà, par moi, je te félicitations. J'espère qu'il aura tous les prix qu'il mérite. Donc, j'ai une question pour toi et une question pour Damien. La première, c'est le budget du film, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais bon, voilà, je pense que ça mérite quand même de savoir, parce qu'il y a beaucoup
trouve que on n'a pas l'impression que c'est un gros budget, mais il y a des cascades, il y a énormément de choses. Donc c'est ça que j'aimerais savoir combien ça peut coûter. Et la deuxième question, c'est comment il a réussi à appréhender le rôle de ce Bakeu, parce que je trouve que justement c'est celui qui est le plus touchant dans le Détroit limite. Et comment il a réussi à le rendre aussi touchant, et comment il a réussi à appréhender le rôle. Voilà, merci. Alors, pour répondre à ta question, oui, clairement, le budget du film, en gros, nous on a budgété le film à peu près à 3 millions, et finalement on l'a fait pour 1,4 million. Voilà, pour moins de la moitié. Parce qu'il y a plein d'institutions qui ne nous ont pas aidés. Non, c'est ça. Pas citer le nom. Non, on peut sortir de nom. Ben si. Bah, le CNC, par exemple, le CNC, voilà, clairement, ils n'ont pas soutenu. Bon, aujourd'hui, enfin, bref, ils n'ont pas soutenu, mais bon, après, voilà. Il y a encore plus de mérite. Ah, bah, merci. De toute façon, voilà, l'idée c'était de le faire coûte que coûte. Et après, donc pour répondre à la question par rapport à mon personnage, c'est ça? Alors, en fait, non, moi le personnage, en fait, j'ai essayé de le construire. Enfin, il existait au scénario, mais ce que je voulais réussir à faire, moi j'ai relu le code de déontologie de la police à peu près tous les soirs. Parce que mon personnage, pour moi, venait de là. Parce qu'en fait, pour faire la BAC, on ne devient pas BAC du jour au lendemain. On passe par police secours pendant 5 ans. On a affaire à toutes sortes d'incidents. Donc ça peut être des suicides, ça peut être des actes criminels, la drogue, enfin ce qu'on veut. Donc je ne suis pas un bleu comme ça qui sortirait de nulle part. Donc je me suis un peu construit tout ça. J'ai essayé de me renseigner au maximum, même si la parole des policiers, comme ils ont un devoir de réserve, elle est rare. Après, j'en ai beaucoup observé des policiers, j'ai regardé tous les documentaires que je pouvais trouver, puis après j'ai créé le mien. Mais par contre, ce que je me suis toujours dit, c'est que, et d'ailleurs les policiers qui reviennent là-dessus en ce moment avec tout ce qui se passe dans les mouvements sociaux et tous les heurts qui arrivent depuis quelques mois, enfin presque un an, c'est qu'il y en a plein même qui reviennent sur le fait que même sémantiquement, aujourd'hui on appelle ça les forces de l'ordre. Il y a plein de policiers qui se revendiquent étant des gardiens de la paix, ce qui est la base de ce métier aussi, parce que le policier c'est sauver des vies, et c'est tempérer, enfin c'est pas que la répression, c'est de calmer les choses. Mon personnage, moi je l'ai vraiment imaginé comme ça, et comme on rentre dans le film par mon regard, j'ai travaillé autour du regard en partant du principe que le regard induisait le jugement et les jugements des actes. Et qu'en changeant mon regard, je pouvais changer mon jugement et mes actes. Et donc c'était d'essayer de tenir cette ligne difficile, parce que c'est un film de funambule où on passe dans plein d'endroits où c'est compliqué. Et voilà, j'ai essayé de travailler comme ça et d'essayer d'aller chercher en permanence ce qu'il y avait derrière les gens, de savoir où mes droits de policier s'arrêtaient, où est-ce que les droits de la personne en face commençaient, des questionnements de justice. Mais en vrai, c'est un truc, c'est même au-delà, c'est même philosophique, et c'est un vrai, j'ai même pas toutes les solutions, mais j'ai essayé d'y réfléchir en permanence, et j'ai essayé de me tenir à cette conduite, mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu, mais... Monsieur au centre, oui. Là, je tenais à vous remercier pour ce film qui retranscrit bien la réalité. Et je suis ému parce que moi, je connais Mam, avec qui j'ai milité pendant plus de 10 ans. Et on a milité sur des cas de déviance policière entraînant la mort, etc. Et je connais le tabou que ça peut représenter dans la société, qui est le tabou qui concerne les déviances policières. Toutes les luttes qu'il y a eu ces 30 dernières années sont venues casser la muraille de l'arbitraire, c'est-à-dire par rapport à tous ces faits-là. Et ce que j'ai apprécié dans ce film-là, c'est qu'il y a également le pendant où vous montrez l'humanité, c'est-à-dire de la BAC, qui finalement ne sont que des hommes et sont jetés dans des territoires comme ça et limite comme des cow-boys, pour reprendre un petit peu la sémantique parfois du film. Voilà. Et ce que je trouve, la question que je voulais poser, mais j'y avais répondu un peu, c'était est-ce que compte tenu du tabou que ça peut représenter politiquement et institutionnellement, quel a été, on va dire, le rapport que vous avez eu par rapport au CNC? Est-ce qu'ils ont soutenu
Est-ce que... ouais, c'est ça. Moi, c'était la question, mais il avait plus ou moins répondu. Et voilà, la question, c'était ça. Quand vous avez sollicité le CNC, pourquoi vous ont-ils retoqué, du coup? Et voilà, y a-t-il eu des soutiens et voilà. Ben, après, comme je disais clairement, c'est un sujet qui est assez sensible, qui est assez tabou même, j'ai envie de dire. Donc quand on s'aborde ce genre de sujet, ben forcément, c'est plus compliqué. Hein. Je le dis, on n'a pas, enfin, je le dis, CNC par exemple ne nous a pas soutenus, mais bon, le film est là, existe, et c'est ce qui importe aujourd'hui, je pense. Et j'ai oublié la question. Elle était tellement longue. Non, c'était quand vous avez sollicité le CNC, c'est-à-dire parce que mécaniquement, administrativement, vous avez dû les solliciter. Voilà. Oui, non, mais clairement, le CNC n'a pas suivi. Et après, même clairement, on a eu plein de. Parce qu'on a passé les commissions, ils nous disent clairement ce genre de film. Déjà, de moi, une phrase qui m'avait marqué et même choqué, on m'a dit clairement, ouais, ce genre de film, ça n'a pas sa place dans les salles du GC. C'est un film qui attire la clientèle à casquette, par exemple. Ou genre, non, écoutez, on ne va pas financer un film où des gamins de cité vont brûler des policiers. Donc on a eu affaire à plein de remarques dans le jardin. Bon, après, ça fait aussi partie du jeu. Il y a une commission, il faut défendre le film. Et puis les choses bougent maintenant. Enfin, je pense que face à... Bah, je pense, oui, avec tout ce qui s'est passé autour de ce film, là, on a l'impression que quand même ça bouge un petit peu. Je pense que là, dans les prochains mois à venir, les prochaines années, je pense que ça va se débloquer de plus en plus. Ils vont plus faire attention à ce genre de film. Et c'est important, parce que c'est vrai que, bon, je ne vais pas faire une critique sur le cinéma français, mais c'est vrai qu'on a besoin de plus de diversité. À un moment donné, il y a d'autres gens qui ont envie de raconter d'autres histoires, et donc à un moment donné, il faut laisser la place aussi à ces personnes. En tout cas, ce film, il est d'utilité publique et d'intérêt général. Merci. Une autre question? Le micro arrive. D'abord, je voulais vraiment vous féliciter pour l'écriture de ce film qui est absolument formidable. Merci beaucoup. Et la deuxième chose, il y a une chose qui m'a un peu gênée, c'est que vous n'avez absolument pas abordé l'encadrement des jeunes dans ces villes, l'encadrement républicain, puisque c'est quand même la France qui organise aussi au niveau de ces villes qui sont un peu difficiles, on va dire, pour encadrer et ouvrir un avenir ou au moins un ciel bleu pour ces jeunes. Et ça, c'est absolument pas du tout abordé dans le film. C'est ça qui m'a un peu gênée. Malheureusement, on ne peut pas aborder tous les sujets, c'est sûr, mais après, c'est sûr, donc, clairement, ce que je raconte dans mon film, c'est des jeunes qui sont un peu laissés, enfin, livrés à eux-mêmes. Clairement, là, c'est en plein été, ils ne partent pas en vacances, il n'y a pas spécialement de structures pour les accueillir. Aujourd'hui, on sait tous que la plupart des structures, des associations qui géraient un peu dans ces quartiers tous les gamins un peu difficiles, la plupart des subventions ont été réduites de moitié, voire plus, et que c'est de plus en plus chaotique. Quand on voit l'état de l'éducation, nos écoles dans les quartiers, on a l'impression que tout est vraiment laissé à l'abandon, c'est sûr. Après, on aimerait qu'il y ait plus de solutions, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que ces gamins, la plupart, ils sont livrés à eux-mêmes. Oui, la deuxième chose, c'est que vous avez choisi Montfermeil, et je suis parisienne, donc Montfermeil, c'est quand même une ville qui était très difficile par rapport aux autres villes du 9-3. Oui, mais complètement. Après, ça restait l'une des pires, clairement. Les mosquées, c'était l'une des pires cités de France, et clairement, c'était vraiment... Après, aujourd'hui, ça s'est amélioré, parce qu'il y a quand même eu, depuis les émeutes de 2005, comme il y a eu le plan de rénovation urbain, où tout le quartier a été détruit, reconstruit. Donc, il y a quand même ça a quand même pas mal changé, clairement, quand on voit même par rapport à la délinquance qui a chuté de plus de 50%, la ville a changé aujourd'hui, parce qu'ils ont mis quand même un minimum de moyens, mais il y a encore beaucoup à faire. Et après, oui, c'est vrai. Pardon. Non, c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Après, on n'a pas pu tout aborder parce que le film, c'était une histoire précise sur un morceau d'histoire comme ça qui était lié
Je t'ai raconté d'ailleurs en fait. La genèse, oui. Ouais. Donc, je sais plus si on a raconté la genèse en fait de ce film, mais parce que là, en fait, bon, après les j'ai raconté au début. Tu l'as raconté. C'était le point de départ, c'était la bavure. Et du coup, voilà, c'était l'idée de suivre ce fil-là, mais après, évidemment, il y aurait plein de choses à raconter, d'autres choses à montrer sur ce qui se passe, en positif aussi, ou en négatif. Après les émeutes, il y a eu un commissariat qui a été construit qui ressemble un peu au Pentagone, qui domine la cité, mais qui est vraiment un truc qui fait peur. Enfin, et donc il y a des choses positives et des choses négatives, mais là c'est l'idée de raconter une histoire qui se déroule sur 2 jours, et évidemment on ne peut pas tout montrer d'un coup, mais évidemment il se passe des choses aussi. Et il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui ont vécu les émeutes de l'époque, qui sont devenus éducateurs, qui encadrent beaucoup les jeunes aussi aujourd'hui, qui essaient de créer des choses, plus l'école maintenant, enfin, il y a aussi des choses positives. On va prendre une toute dernière question. Je crois que le monsieur avait demandé le micro. Ce sera donc la dernière question. Bonsoir, merci pour ce film. Une remarque. 2e comédie sociale de l'année, un peu boom sur les écrans, après Les Invisibles de Louis-Julien Petit. Est-ce que vous pensez que votre film sera le bienvenu à l'Élysée? Vous atteignez le million d'entrées? Est-ce que... bienvenue à l'Élysée. J'avais lancé un appel pendant Cannes, où je voulais absolument que le président Macron voit le film. Et donc, il nous a répondu, clairement, il nous a invité à venir lui faire voir le film à l'Élysée. Finalement, j'ai refusé l'invitation et je l'ai invité à venir dans la cité pour voir le film, donc on attend sa réponse. Je suis désolé, je vais juste vous lire un tout petit morceau de Victor Hugo, j'ai l'habitude de faire ça maintenant. Parce qu'en fait, ce film, il est lié à Victor Hugo, parce que Victor Hugo est passé il y a plus d'un siècle et demi à Montfermeil, et en fait, les Thénardier, c'est des gens qui existaient vraiment, qu'il a aperçus là-bas, et en fait, le roman des Misérables de Victor Hugo, il l'a écrit parce qu'il a connu cette ville, finalement, qui était qui 150 ans après est toujours une banlieue pauvre, et voilà. Donc le film, il a quelques liens avec lui, mais du coup, je me permets juste, c'est juste quelques mots qui résonnent pour moi avec le film. Alors je les connais pas par cœur, hein, parce que voilà, mais je vous l'ai dit quand même. Il faut pour la marche en avant du genre humain qu'il y ait sur les sommets en permanence de fières leçons de courage. Les témérités éblouissent l'histoire et sont une des grandes clartés de l'homme. L'aurore ose quand elle se lève, tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Donc voilà. Et moi je me suis replongé dans Les Misérables pendant le tournage et c'est un livre fort et qu'il faut relire. Je sais qu'on nous l'a un peu balancé au collège vite fait. Mais non, mais vraiment, sans blaguer. Et ça a plein d'écho avec notre monde d'aujourd'hui où on essaie de nous diviser, parce qu'on se fait briser, parce que les gens ont du mal à vivre, à finir leur fin de mois, et c'est important de ne pas rester focalisé sur soi et à vouloir sauver seulement sa peau, mais à essayer de regarder les autres. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Pourtant, depuis 1162, d'actualité. Merci en tout cas à tous les deux, à Damien Bonnard, Latli, d'avoir été présents ce soir. On peut remercier également Alexis Monenti, Djibril Didier Zonga, et ça sort donc le 20 novembre. Vous l'avez visiblement apprécié. Vous savez comment ça fonctionne, le cinéma, c'est le bouche à oreille. Vous l'avez aimé, parlez-en à vos amis, à votre famille, et voilà, on remplisse les salles à partir du 20. Et où se trouve Wendy Payette? Je ne la vois pas. Ah, hello. On va se voir après. Merci beaucoup.